par le Conseil des ministres du 29 septembre. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit bien d'un projet et toutes les informations qui seront communiquées au cours de ce webinaire le seront donc sous réserve de l'adoption du texte final. Avant cela, le projet de loi doit encore passer l'étape du Conseil d'État, une deuxième lecture au Conseil des ministres pour enfin être déposé au Parlement. Encore un petit bout de chemin donc, mais cependant, l'entrée en vigueur de cette allocation de mobilité est prévue pour le 1er janvier 2018. Il nous semblait donc important de vous informer sur le sujet. Alors, avant de nous plonger dans le vif du sujet, justement, je vous présente le sommaire de ce webinaire. Nous commencerons les festivités avec une petite introduction générale en matière d'allocation de mobilité, afin de planter le décor de ce mécanisme dont on parle déjà depuis 2014. Nous passerons ensuite au vif du sujet pour discuter du projet de loi tel qu'il a donc été approuvé à ce Conseil des ministres du 29 septembre. Nous analyserons ensuite l'impact de l'allocation de mobilité sur les différents documents juridiques dont vous disposez au sein de votre entreprise. Nous détaillerons ensuite les avantages d'un plan cafétéria, avant de faire la distinction entre l'allocation de mobilité et les plans de déplacement des entreprises de la région Bruxelles-Capitale, et d'en conclure avec quelques réflexions autour de la mobilité. Commençons donc par planter le décor de l'allocation de mobilité. Les problèmes de mobilité en Belgique n'auront échappé à personne. Il y avait un titre ce matin dans le journal, « La Belgique n'a jamais été aussi embouteillée ». De plus, la congestion routière n'est nulle part plus importante qu'en Belgique, c'est dire. La voiture de société est souvent pointée du doigt lorsque l'on aborde ces problèmes de congestion, ainsi que le fait que de façon générale, nous utilisons trop la voiture pour effectuer nos déplacements. La problématique des embouteillages en Belgique n'a pas seulement un impact important sur les aspects de mobilité et d'environnement, mais également sur l'économie belge, sur le fonctionnement du marché du travail, sur l'accès aux services, ainsi que bien évidemment sur la santé publique et le bien-être. Il est donc important de trouver des solutions afin de sortir de ces problèmes. Pour atteindre un système de mobilité performant où les utilisateurs, l'infrastructure et les modes de transport s'articulent de manière optimale et interagissent entre eux, un plan d'action global est bien évidemment nécessaire. Dans ce cadre, divers piliers devront être explorés par la société en général, avec également en premier lieu un changement d'habitude et d'attitude face à nos moyens de transport. Il est en effet certain qu'en tant que citoyens, nous devons remettre en question notre façon de nous déplacer et tenter de rechercher des initiatives qui peuvent être applicables aux besoins de chacun. Même si cette réflexion doit se faire individuellement, il va de soi qu'un effort collectif est également nécessaire, et c'est là qu'intervient cette initiative d'allocation de mobilité qui se veut être une alternative à la voiture de société. Le gouvernement est en effet d'avis que pour faire quelque chose à court terme par rapport au rôle important de la voiture de société en Belgique, une alternative doit être proposée, et cette alternative doit pouvoir entrer en concurrence avec la voiture de société sur le plan du coût des rémunérations. Le but du gouvernement avec cette allocation de mobilité est de permettre aux travailleurs qui bénéficient de ce que l'on peut appeler d'un salaire voiture d'échanger cette voiture contre un montant à consacrer à d'autres modes de transport. Alors cette idée d'allocation de mobilité n'est pas neuve. En effet, depuis quelques temps, le gouvernement examine plusieurs pistes afin de réduire le nombre de voitures de société. Plusieurs suggestions ont déjà été passées en revue à cet égard. Citons par exemple la proposition d'instaurer un budget mobilité devant permettre aux travailleurs de choisir entre une voiture de société, les transports en commun ou la conversion de la voiture de société en un salaire net supplémentaire, autrement appelé cash for car. La piste d'un budget virtuel que le travailleur est libre de consacrer à des alternatives à la voiture de société a également été envisagée. Notons que dans cette réflexion autour de l'allocation de mobilité, deux visions s'opposent, celle du gouvernement et celle des partenaires sociaux.
Le gouvernement voit la mesure comme une allocation de mobilité dont le but, comme nous venons de le dire, est d'échanger une voiture de société contre une somme d'argent. Les partenaires sociaux, quant à eux, parlent d'un budget mobilité. Dans leur conception, le budget mobilité, calculé sur base annuelle, offre le choix aux travailleurs de remplacer la voiture de société à laquelle il peut prétendre ou d'opter pour la combinaison d'une voiture de société plus respectueuse de l'environnement et ou meilleur marché avec des modes et services de transport durables. Le solde dégagé par ce choix pourrait être consacré en premier lieu à l'achat d'un abonnement de transport en commun, à une indemnité vélo et ou à un leasing vélo lié au déplacement domicile-lieu de travail. En second lieu, le solde restant pourrait être mis à disposition des travailleurs qui pourraient l'utiliser pour l'usage d'autres modes et services de transport durables et partagés, tels que par exemple les systèmes de vélos et voitures partagées et des titres de transport en commun. Enfin, la partie du budget mobilité non dépensée en fin d'année pourrait être versée aux travailleurs. Le consensus qui a été dégagé à l'heure actuelle consiste donc dans l'allocation de mobilité du projet de loi tel que je vais vous l'exposer dans quelques instants. Il est pour l'heure convenu que pour répondre aux attentes, l'allocation de mobilité doit posséder 3 caractéristiques essentielles. Elle doit premièrement pouvoir être mise en place de façon totalement volontaire et tant l'employeur que le travailleur doit pouvoir choisir librement s'ils y participent ou non. Elle doit ensuite recevoir un statut social et fiscal concurrentiel avec celui de la voiture de société. Et enfin, elle doit être neutre pour toutes les parties, c'est-à-dire l'employeur, le travailleur et l'autorité publique. Aucune de ces parties ne peut trouver un désavantage ou un avantage suite au choix d'une allocation de mobilité. Maintenant que nous connaissons le contexte de l'allocation de mobilité, passons à l'analyse du projet de loi tel qu'il a été adopté donc par le Conseil des ministres du 29 septembre 2017. Gardez bien à l'esprit que le texte et donc les informations qui suivent pourront encore éventuellement être modifiées. En quoi consiste ce système? Eh bien, l'objectif est de convertir une partie de l'utilisation de la voiture de société, à savoir l'usage purement privé et les déplacements domicile-lieu de travail, en une allocation de mobilité, c'est-à-dire une somme d'argent dont le montant sera fixé en fonction de la valeur de la dernière voiture de société. L'utilisation privée doit donc être séparée de l'utilisation professionnelle. La notion même de voiture de société est par ailleurs définie. Il est ainsi prévu expressément qu'il s'agit d'un véhicule pour lequel un avantage de toute nature s'applique et pour lequel une contribution de solidarité est due par l'employeur. Dès lors, les camionnettes en tant que véhicules utilitaires tombent en dehors de cette définition. Attention néanmoins, l'octroi de la voiture de société qui a été échangée contre l'allocation de mobilité ne peut pas avoir été lié à un remplacement ou à une conversion totale ou partielle des avantages existants. En d'autres termes, on ne peut convertir un sacrifice salarial en une allocation de mobilité. Cette mesure anti-abus vise les cas où l'employeur transforme une partie de la rémunération de ses travailleurs en une voiture de société. Ce faisant, les travailleurs rendent une partie de leur rémunération par contrat et reçoivent en échange une voiture de société. On appelle généralement ce système cash for car ou voiture cafétéria. La disposition anti-abus dont nous parlons empêche donc une telle construction salariale en vue d'une instauration ultérieure d'une allocation de mobilité. Cette allocation de mobilité est introduite pour remplacer une voiture de société qui est d'abord financée de cette façon via une réduction du loyer brut et donc un tel mécanisme perd le statut social et fiscal avantageux prévu par la mesure. Cela ne signifie toutefois pas que l'employeur ne sera plus en mesure de modifier son système salarial ou de modifier des composants de la rémunération. En effet,
L'employeur qui peut démontrer qu'il avait des raisons valables de modifier son système salarial et d'autre part d'octroyer une voiture de société pourra le faire. Alors, une seconde exception a été dégagée par rapport au système de l'allocation de mobilité. C'est le système où une voiture de société plus grosse est remplacée par une plus petite et les frais économisés par l'employeur sont alors octroyés aux travailleurs sous forme d'une allocation de mobilité. Un tel système n'est pas autorisé dans le cadre du projet de loi. Toutefois, les deux parties peuvent conclure un accord par lequel la voiture de société est remplacée par du salaire ou des avantages en nature ou par d'autres moyens de transport ou encore par une combinaison de tous ces éléments. Mais alors, cela se fera en dehors du cadre de l'allocation de mobilité. Mais bien évidemment, dans ce cas, le traitement fiscal et social favorable ne seront pas applicables. Alors, quels travailleurs peuvent bénéficier de l'allocation de mobilité? Eh bien, la loi sera applicable à tous les travailleurs qui bénéficient de l'avantage d'une voiture de société dans le cadre de leur système salarial. Il s'agit donc concrètement de toute personne qui travaille sous autorité, sous direction et sous surveillance, avec ou sans contrat de travail, tant dans le secteur privé que public. Mais ce n'est pas tout. Afin d'éviter les abus, les employeurs devront avoir octroyé des voitures de société à leur personnel durant 36 mois au moins. Les travailleurs devront quant à eux disposer d'une voiture de société de manière ininterrompue depuis au moins un an au cours des 36 mois derniers et durant au moins 3 mois ininterrompus avant la demande d'allocation. Par exemple, un travailleur a une voiture de société auprès de son employeur pendant toute l'année 2016, mais il ne l'a plus depuis début 2017. L'employeur instaure une allocation de mobilité pour le 1er janvier 2018. Dans ce cas, la condition de 12 mois est remplie pour ce travailleur. Mais celle de 3 mois ne l'est pas et donc il ne peut pas demander une allocation de mobilité. Ces dispositions anti-abus sont également applicables dans les entreprises qui débutent, si ce n'est évidemment la règle des 36 mois. En cas de changement d'employeur, en tant que principe général, la règle que le travailleur doit disposer d'une voiture de société depuis au moins 12 mois avant qu'il ne puisse introduire une demande pour échanger la voiture de société vaut également pour les travailleurs qui viennent d'entrer en service. Toutefois, pour les travailleurs qui étaient auparavant employés auprès d'un autre employeur, où ils bénéficiaient aussi déjà de l'avantage d'une voiture de société, un certain nombre d'exceptions sont prévues. Ainsi, lorsque le travailleur percevait déjà auprès de son précédent employeur une allocation de mobilité, il peut poursuivre sa perception auprès du nouvel employeur sans interruption. La période d'attente de 12 mois ne doit plus une nouvelle fois s'écouler. Deuxième exception, lorsque le travailleur a déjà disposé auprès de son précédent employeur d'une voiture de société durant au moins 12 mois et aussi durant au moins 3 mois sans interruption, il peut, dans ce cas, immédiatement introduire une demande pour une allocation de mobilité auprès de son nouvel employeur, sans devoir d'abord disposer à nouveau durant 12 mois d'une voiture de société auprès du nouvel employeur. Enfin, le travailleur, lorsqu'il a déjà partiellement accompli la période d'attente de 12 mois, il peut la poursuivre auprès de son nouvel employeur. Dans les deux premières exceptions, le travailleur doit introduire une demande auprès de son nouvel employeur au plus tard 1 mois après son entrée en service. Si le travailleur laisse passer ce délai sans introduire de demande, il ne pourra plus faire valoir la période passée auprès du précédent employeur et devra donc attendre un nouveau délai de 12 mois, avec éventuellement les 3 mois inclus. Dans la troisième exception, le travailleur doit informer son employeur de sa volonté de tenir compte de la période écoulée auprès du précédent employeur. Et donc, cette communication doit se faire au plus tard 1 mois après son entrée en service.
Évidemment, dans ce cadre, l'échange de renseignements entre les employeurs sera crucial et un arrêté royal devra déterminer les renseignements qui devront être communiqués. Par ailleurs, pour qu'un tel transfert soit possible, les deux employeurs doivent avoir instauré un système d'allocation de mobilité et ils doivent avoir octroyé des voitures de société à un ou plusieurs travailleurs. En ce qui concerne l'employeur, celui-ci doit déjà avoir mis à disposition de un ou plusieurs travailleurs des voitures de société durant une période ininterrompue de 36 mois avant qu'il ne puisse débuter avec l'introduction du système de l'allocation de mobilité. Pour les entreprises qui débutent, une exception au principe de 36 mois est prévue. Les entreprises qui ne sont pas encore actives depuis 36 mois, mais octroient des voitures de société à un ou plusieurs travailleurs, ne sont ainsi pas exclues de la possibilité d'instaurer le système de l'allocation de mobilité. En d'autres termes, les travailleurs avec une voiture de société dans une jeune entreprise peuvent aussi contribuer à une mobilité durable. Pour savoir s'il s'agit d'une entreprise qui débute, on prend en compte la date de la première inscription à la Banque Carrefour des entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne physique et la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce s'il s'agit d'une personne morale. Une condition importante pour que l'allocation de mobilité soit intéressante pour ses utilisateurs et qu'elle doit pouvoir être mise en place de façon... excusez-moi. Donc, une condition importante pour que l'allocation de mobilité soit intéressante est qu'elle doit pouvoir être mise en place de façon tout à fait volontaire. En tant qu'employeur et en tant que travailleur, ils doivent pouvoir choisir librement s'ils y participent ou non. Ainsi, l'initiative d'introduire une allocation de mobilité appartient à l'employeur. Il décide d'instaurer ou non l'allocation de mobilité. L'employeur est également libre de l'introduire pour toute l'entreprise, une partie de celle-ci ou encore une catégorie de travailleurs. L'introduction de l'allocation de mobilité dans le système salarial de l'employeur peut se faire de la même façon que celle qui a introduit la voiture de société au sein de l'entreprise. Cela peut donc se faire via une convention collective de travail, un contrat de travail individuel, mais également via une policy. Si l'employeur a instauré le système au sein de son entreprise, le travailleur peut adresser une demande écrite à l'employeur pour échanger sa voiture de société contre une allocation de mobilité. Après l'introduction de la demande du travailleur, l'employeur décide s'il l'accepte et cette communication doit se faire par écrit. La demande du travailleur n'est donc pas contraignante pour l'employeur et il ne crée également aucun droit pour ce travailleur. Il est à noter que la demande du travailleur et la décision positive de l'employeur forment ensemble un accord qui fait partie en tant que tel du contrat de travail. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée et de tous les autres avantages y afférents. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société pour bénéficier d'une allocation de mobilité. Dans ce cas, pour éviter d'éventuels abus, les autres voitures de société ne peuvent être maintenues que si le travailleur en a disposé durant le double délai de 3 mois sans interruption et de 12 mois au cours des 36 mois qui précèdent la demande. Enfin, la restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire.
Alors, l'allocation de mobilité ne peut pas être combinée avec l'exonération fiscale du remboursement par l'employeur des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce principe connaît néanmoins des exceptions, à savoir l'exonération fiscale de 390 € par an, ceci est le montant pour 2017, exonération fiscale qui est accordée pour les autres moyens de transport. Comme ce cumul est également possible en présence d'une voiture de société, il l'est aussi pour l'allocation de mobilité. De plus, parce qu'en principe, une voiture de société pouvait être accompagnée, peut d'ailleurs être accompagnée d'une indemnité de déplacement pour le trajet domicile-lieu de travail, la combinaison de l'allocation de mobilité avec une telle indemnité est aussi autorisée, et ce, évidemment, lorsque le travailleur disposait précédemment d'une voiture de société et qu'il recevait simultanément une telle indemnité de déplacement. Dans ce cadre, il est important de noter que les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cessent d'exister lorsque le travailleur reçoit une allocation de mobilité. Elles récupèrent leur force obligatoire lorsque l'octroi du budget de mobilité se termine. Alors, comment calcule-t-on l'allocation? Comme on l'a déjà expliqué, l'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent que le travailleur reçoit en remplacement de sa voiture de société. Ce montant de l'allocation correspond à la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée. Cette valeur correspond à 20% de 6/7 de la valeur catalogue du véhicule. Cette valeur peut être majorée de 20% lorsque le travailleur bénéficie d'une carte essence. En plus des conditions comme la valeur catalogue du véhicule et l'utilisation d'une carte essence, le paiement d'une contribution personnelle pour l'utilisation propre est également pris en compte pour le calcul de l'allocation de mobilité brute. Autre chose, lorsque le travailleur change d'employeur, s'il bénéficiait déjà d'une allocation de mobilité, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur sera égale à celle dont il bénéficiait auprès de l'ancien employeur. Si l'allocation de mobilité est demandée auprès du nouvel employeur sur la base de la voiture de société dont il disposait auprès de son précédent employeur, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur doit être calculée sur la base du véhicule qui a été restitué au moment de la cessation de fonction. Pour ce faire, le travailleur doit répondre à la double condition de 12 mois et 3 mois auprès du précédent employeur. Si plusieurs voitures de société sont successivement utilisées durant une période de 12 mois qui précède le remplacement de la voiture de société en une allocation, on prend en considération la voiture de société dont il a le plus longtemps disposé durant cette période. Alors, la valeur de l'allocation de mobilité est bétonnée. Ça signifie qu'elle ne change plus au cours de la carrière du travailleur, à moins d'une indexation, et ceci devra encore être déterminé par arrêté royal. Lorsque le travailleur exerce une autre fonction au cours de sa carrière à laquelle une voiture de société avec une valeur catalogue supérieure est liée, son allocation de mobilité initiale n'y sera pas adaptée. Et la même chose vaut en sens inverse. La seule modification qui peut intervenir est la suppression de l'allocation de mobilité dès que le travailleur dispose à nouveau d'une voiture de société. Alors, je vous propose d'illustrer ces principes à l'aide de deux exemples. Le premier a pour contexte la mise à disposition d'une BMW de 28 600 € comme voiture de société à la disposition du travailleur. Celui-ci dispose par ailleurs d'une carte essence, mais il n'intervient pas à titre personnel pour l'utilisation de cette voiture. Dans ce cas, le montant brut de l'allocation de mobilité sera déterminé selon la formule décrite donc,
un peu plus haut. Ainsi, 20% de 6/7 de 28 600 € majorés de 20% au titre de l'utilisation d'une carte essence donne 5 883,43 € par an ou 490,29 € par mois. Le deuxième exemple met en scène une Audi A6 dont la valeur catalogue est de 42 837,65 €. Une carte essence est également accordée avec cette voiture et par ailleurs, le travailleur paye une contribution personnelle de 600 € par an pour l'utilisation de la voiture. Alors à nouveau, on applique cette formule, 20% de 6/7 de 42 837,65 € majoré de 20% au titre de l'utilisation de la carte essence, mais moins 600 € de contribution personnelle, et ça donne 8 212,32 € par an ou 684,36 € par mois. Attention, il s'agit bien là de montants bruts. L'allocation de mobilité constitue un remplacement de la voiture de société dans la mesure où celle-ci peut être utilisée par le travailleur pour ses besoins privés, entre autres ses déplacements domicile-lieu de travail. Cet avantage de l'utilisation de la voiture de société constitue un avantage salarial en lui-même, c'est-à-dire une contre-prestation pour le travail fourni. L'allocation de mobilité qui le remplace a également la même qualification d'avantage salarial, même si la comparaison entre les deux s'arrête ici. En effet, la voiture de société existe en nature, sous la forme d'un objet concret qui peut être utilisé dans la pratique, évidemment, que d'une manière déterminée, c'est-à-dire pour se déplacer. Là où l'allocation de mobilité est juste, je dirais, une somme d'argent. Or, cette différence fondamentale dans la nature des deux avantages a un nombre important de conséquences. C'est pourquoi le législateur prévoit que l'octroi de l'allocation de mobilité n'octroie aucun droit au travailleur, exception faite du paiement de celui-ci par l'employeur, ainsi que l'égalité de traitement de l'allocation de mobilité avec l'avantage de l'usage privé de la voiture de société. Une convention de travail peut par contre prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles. Et ces dispositions plus favorables ne peuvent mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l'égard de l'ONSS. En ce qui concerne la durée de l'allocation de mobilité, celle-ci demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n'a pas à disposition une voiture de société. Disposer à nouveau d'une voiture de société peut se faire soit à la demande du travailleur lui-même, mais également à la demande de l'employeur. En ce qui concerne le traitement social de l'allocation de mobilité, celui-ci est identique à celui qui est pratiqué en présence d'une voiture de société. Ainsi, le travailleur ne devra pas payer de cotisation de sécurité sociale ordinaire, mais l'employeur sera redevable d'une cotisation de solidarité de 33%. Cette cotisation de solidarité sera déterminée forfaitairement et fixée sur la base du dernier montant en cours de la cotisation de solidarité calculée pour le véhicule remplacé par l'allocation de mobilité. Elle est uniquement adaptée le 1er janvier de chaque année au coût de la vie. Pour le reste, elle n'est pas modifiée pendant toute la durée du bénéfice de l'allocation. Sur le plan fiscal,
Un avantage de toute nature évalué forfaitairement doit être calculé selon la formule suivante: 4% de 6/7 de la valeur catalogue de la voiture remplacée. L'avantage imposable ainsi calculé pour la voiture de société restituée est fixé pour toute la durée de la location de mobilité, sauf indexation, et ce, même en cas de changement d'employeur. Alors, un mot également, simplement pour dire que les déductibilités auxquelles la location de mobilité peut prétendre sont identiques à celles accordées en présence d'une voiture de société. Notez que pour calculer le montant en net de la location de mobilité, Securex a développé un module de calcul light. Vous voyez sur ce slide l'adresse web où vous pouvez effectuer ce calcul light. Alors pourquoi light? Simplement car, comme je vous l'ai dit, la mesure n'est pas encore officielle et les règles énoncées sont donc sous réserve de l'adoption du texte définitif. Il en va donc de même de notre module de calcul. Alors, pour obtenir le montant net, si nous reprenons nos deux exemples de calcul de l'allocation de mobilité, tout d'abord, vous verrez qu'on ne calcule donc pas de cotisation en NSF. Et on calcule l'avantage imposable sur la base de la formule 4% de 6/7 de la valeur catalogue de la voiture, ce qui donne, dans le premier exemple avec la BMW, un imposable de 980,57 €, montant sur lequel le précompte sera de 524,61 €. Le montant net de la location s'élève donc à 5 883,43 € moins 524,61 €, ce qui fait un total de 5 358,82 €. Dans le cas de l'Audi A6, l'avantage imposable en appliquant donc cette même formule de 4% de 6/7 de la valeur catalogue, l'avantage imposable s'élève donc à 868,72 €, montant sur lequel le précompte sera de 464,76 €, ce qui nous donne du coup un montant net de la location de 7 747,55 € par an, ou 645,63 € par mois. Il va de soi que ces deux simulations sont purement informatives et dans la pratique, bien évidemment, des dérogations sont toujours possibles. Alors, comme je vous l'ai dit tout au début du webinaire, la volonté du législateur est de faire entrer la location de mobilité, la faire entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Alors, comme déjà expliqué également, le texte adopté par le Conseil des ministres de septembre n'a pas encore été déposé à la Chambre, et donc je vous rappelle que toute mon explication est faite sous réserve du texte officiel. Je vous invite donc à garder notre site www.alexforyou.be à l'œil afin évidemment de ne rater aucun développement en la matière. Alors passons maintenant à l'impact que le choix d'opter pour la location de mobilité peut avoir sur les différents documents juridiques dont vous disposez au sein de votre entreprise. Si vous disposez d'une carte Politis, celle-ci devra contenir la décision de l'employeur d'introduire une allocation mobilité et elle devra par ailleurs éventuellement répertorier les conditions qui y sont liées. Alors, comme déjà précisé, la demande du travailleur et la décision positive de l'employeur
forment ensemble un accord qui fait partie en tant que tel du contrat de travail. Cette convention doit être conclue préalablement au premier paiement de l'allocation de mobilité et ce document doit entre autres contenir le montant de base de l'allocation ainsi que la manière dont les informations seront communiquées en cas de changement d'employeur. Mais ici, à nouveau, ces informations doivent encore être déterminées par arrêté royal. Alors, en guise de contrôle, afin de récolter les données nécessaires afin de pouvoir mesurer l'effet de l'allocation sur la mobilité, de dépister, d'empêcher une utilisation abusive de ce système, il est fait de la convention entre le travailleur et l'employeur un document social. De plus, les sanctions donc, par rapport à ce système seront contenues dans le code pénal social. Et enfin, l'inspection des lois sociales pourra par ailleurs également contrôler et intervenir pour restituer ou sanctionner des applications impropres. Alors, si vous voyez plus large que l'allocation de mobilité et que vous souhaiteriez offrir à vos collaborateurs la possibilité de choisir entre plusieurs modes de déplacement, eh bien, via un plan cafétéria, vous pourriez offrir à vos collaborateurs la possibilité de créer et de composer un budget mobilité plus vaste et établi sur mesure. Alors, un plan cafétéria, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par la mise en place d'un plan cafétéria au niveau de l'entreprise, les travailleurs constituent eux-mêmes leur package salarial sur la base de leurs besoins et de leurs préférences personnelles. C'est pourquoi on parle souvent d'un menu ou d'un restaurant à la carte. Alors, pour libérer du budget, plusieurs options sont possibles. Par exemple, réduire les coûts en rémunérant malin, échanger des avantages extra-légaux contre d'autres avantages moins onéreux, échanger du salaire brut contre un avantage ou bien sûr prévoir un budget supplémentaire. Le package peut par ailleurs comporter un ou plusieurs volets tels qu'un volet sphère professionnelle privée, un volet mobilité, un volet santé ou un volet cash et assurance, etc. Alors, quelle est l'utilité de mettre en place un plan cafétéria? Eh bien, par rapport à l'allocation de mobilité, un plan cafétéria a un champ d'application beaucoup plus large. Un plan donc cafétéria avec un volet mobilité peut par ailleurs également bénéficier aux travailleurs qui n'ont pas une voiture de société. Il est en effet possible de prévoir, par exemple, que la rémunération des travailleurs qui accèdent au plan cafétéria comprendra un salaire fixe et un budget mobilité. Ce budget mobilité pourra comprendre, par exemple, une allocation de mobilité pour les travailleurs qui disposent d'une voiture de société, mais aussi, par exemple, de prévoir un vélo partagé, une indemnité de transport public, etc. Et ce, pour d'autres travailleurs ou pour ces mêmes travailleurs s'ils disposent encore d'un solde dans leur budget. Alors, il est également à noter qu'un sacrifice salarial est également toujours possible dans le cadre d'un plan cafétéria. À la question de savoir si une conversion de la rémunération est possible, un ruling fiscal du 16 juin 2015 a décidé qu'en vertu de la législation fiscale en vigueur, il n'est pas question d'abus lorsque le contribuable peut prouver que son choix de convertir la rémunération se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter l'impôt. Dans le cas concret qui a mené au ruling, le fisc a accepté les motifs suivants avancés par l'employeur, c'est-à-dire un motif écologique ainsi qu'un besoin économique, puisque l'employeur souhaitait d'une part augmenter la rétention du personnel et d'autre part créer un incitant pour les nouveaux engagements. Mais attention, la conversion de la rémunération n'est en principe pas autorisée, mais comme le travailleur peut disposer de sa rémunération à son gré, afin de garantir justement cette libre disposition, les travailleurs de l'entreprise peuvent accéder au budget mobilité du plan cafétéria sur une base volontaire. Par ailleurs,
Les avantages de toute nature ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer si la rémunération est conforme ou non au barème minimum. Troisième point d'attention par rapport à ce ruling, c'est qu'il s'agit d'une décision fiscale qui ne s'applique que dans le cas particulier de l'entreprise qui a demandé le ruling. Et enfin, sur le plan juridique, une décision anticipée, donc un ruling, lie uniquement le fisc à l'égard du demandeur. Elle ne lie pas les tiers, par exemple l'ONSS, ni les tribunaux. Alors, si vous souhaitez mettre en place un plan cafétéria sur mesure pour votre entreprise et vos collaborateurs, Securex vous accompagne étape par étape. Et donc, vous pouvez vous rendre soit sur le site www.securex.be/plan cafétéria ou encore contacter votre legal advisor. Passons au dernier point de notre exposé, à savoir la différence entre l'allocation de mobilité et le plan de déplacement des entreprises dans la région de Bruxelles-Capitale. Alors, comme indiqué sur le slide, un plan de déplacement d'entreprise consiste en l'étude, la mise en œuvre, l'évaluation et l'actualisation au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité de cette ou de ces entreprises. Grâce donc au plan de déplacement d'entreprise, la région de Bruxelles-Capitale entend améliorer la mobilité dans cette région via une stratégie à long terme pour les déplacements d'entreprise. Concrètement, il entend par le biais d'une série de mesures promouvoir le transfert modal, à savoir la diminution de la part de l'autosolisme, donc un néologisme pour exprimer l'utilisation d'une voiture par une seule personne, diminution donc de l'autosolisme au profit des modes de déplacement qui s'intègrent dans une gestion de la mobilité durable et plus respectueuse de l'environnement. Par exemple, le covoiturage, le vélo, etc. Et cette mesure entend également rationaliser les déplacements des entreprises. Alors, l'obligation d'établir un plan de déplacement d'entreprise vient en plus de l'obligation fédérale de compléter l'enquête de mobilité et doit donc également être répétée tous les 3 ans. En effet, contrairement donc à l'enquête fédérale, le plan de déplacement d'entreprise ne se limite pas à une collecte de données, mais vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit donc de modes de déplacement durables et plus respectueux de l'environnement. Alors, qui doit établir un plan de déplacement d'entreprise et à quel moment? Eh bien, il s'agit de toute entreprise publique ou privée qui occupe plus de 100 travailleurs sur un même site. Et par site, on entend bâtiment et ses dépendances. Ce plan de déplacement d'entreprise doit être établi pour le 30 juin 2017. Et pour déterminer le nombre de 100 travailleurs, il convient en fait de faire le même calcul que pour les élections sociales. Alors le plan de déplacement d'entreprise, donc il doit être établi pour le 30 juin 2017 et il doit être ensuite transmis à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, donc l'IBGE, au plus tard le 31 janvier 2018. Alors, quelles informations le plan doit-il contenir? Eh bien, le plan de déplacement d'entreprise doit être établi suivant le modèle de formulaire disponible sur le site de l'IBGE. Et ce formulaire contient au minimum les informations suivantes, à savoir les informations générales de l'entreprise, un diagnostic et une analyse portant entre autres sur le nombre de travailleurs occupés sur le site, les moyens de transport utilisés pour les déplacements domicile du travail, l'accessibilité du site, etc. Et enfin, le formulaire contient le plan d'action avec les objectifs de l'entreprise en matière de transfert modal et de rationalisation des déplacements, ainsi que les mesures obligatoires
et les autres mesures que l'entreprise prendra également à cet égard. Alors, une des mesures obligatoires du plan de déplacement d'entreprise est d'encourager l'utilisation des transports publics et du vélo. À cet égard, les entreprises où au moins 10 travailleurs sont effectivement occupés sur le site, donc au moins 10 travailleurs disposent d'une voiture de société, eh bien, ces entreprises seront spécifiquement obligées, à partir de 2017, de stimuler la substitution des voitures de société par d'autres moyens de transport au profit de transports publics et d'autres moyens de transport durables. Et elles devront également encourager la combinaison de la voiture de société avec ces autres moyens de transport. Concrètement, cela implique que ces entreprises sont obligées soit de proposer la combinaison ou la substitution de la voiture de société avec ou par un budget mobilité, soit de proposer, en combinaison avec la voiture de société, le remboursement de l'abonnement de transport public et, le cas échéant, de l'abonnement du vélo en libre-service à la demande du travailleur. Vous trouverez plus d'informations concernant le plan de déplacement des entreprises sur le site de Bruxelles Environnement, dont l'adresse vous est communiquée sur le slide. En conclusion, pour revenir donc au sujet principal de l'allocation de mobilité, celle-ci constitue-t-elle une bonne solution? Eh bien, il s'agit bien entendu d'une première étape vers une mobilité plus durable et plus flexible, mais aussi d'une première réaction à la prolifération des voitures de société. Alors, de nombreuses voix s'élèvent. Toutefois, pour que ce concept soit plus large et pour qu'il soit à l'avenir intégré comme option dans un processus plus large également, et ferait ainsi partie intégrante d'une vision mobilité globale axée sur une meilleure intermodalité. Mais la réflexion est également lancée pour élargir la mesure aux personnes qui ne disposent pas d'une voiture de société. Alors, un plan d'action global avec divers piliers est donc exigé, mais pour l'heure, le législateur s'en est tenu à l'allocation de mobilité, telle donc que nous l'avons exposé dans ce webinaire, sous réserve, donc, je vous le rappelle, du texte officiel. Voici qui termine notre exposé. En clôturant ce webinaire, vous recevrez une évaluation que nous vous demandons, dans un souci d'amélioration, de bien vouloir remplir. Merci pour votre attention tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite un excellent après-midi et un bon appétit si vous passez à table.